Motul, champion du monde en MotoGP, champion du monde en endurance, champion du monde de motocross. Motul, c'est le partenaire de la liberté de penser, de rouler, d'un art de vivre pour tous. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Un motard, une histoire. Et vous allez voir que pour cet épisode, ça sera plutôt des motards, des histoires. J'accueille Pascal Tomec. Bonjour Pascal, Bonjour, tu vas bien? Eric. Très bien. Alors, je le disais, on est ici dans le cadre du 84e Bol d'Or pour parler de motards et d'histoire parce que certes, il y a la course, mais nous, ce qui va nous intéresser, et c'est un petit peu le fil rouge chez Motul pour Un motard, une histoire, c'est les hommes qui font la course. Donc on ne va pas rester sur le plan sportif, mais on va aller en coulisses. C'est ça, hein, Pascal? Tout à fait. Le motard a besoin de savoir tout ce qui se passe. Il a une curiosité générale, il s'intéresse à la course, mais effectivement, comme tu l'as dit, il n'y a pas que la course. Il y a une multitude d'hommes et de femmes qui travaillent autour de cette réalisation de cette course importante, et on va essayer de découvrir des choses intéressantes. Alors justement, on vous a préparé des reportages exclusifs. On a eu accès à des endroits où personne n'a jamais été auparavant avec Pascal. Ce que je vous propose, c'est tout de suite de rentrer dans le vif du sujet avec Pascal Tomec. Des motards, des histoires, c'est maintenant. Bon, on est dans les coulisses donc, de l'endurance, Ouais. donc du Bol d'Or. Donc là, tu as une double casquette. Oui, effectivement. Donc tu vas nous raconter un petit peu ta position dans cette, dans cette endurance. On va dire que pendant 24 heures, ça chôme pas sur la piste. Ah mais oui. Pour moi, ça chôme pas non plus. Donc là, D'accord. tu vois, on est dans la salle de presse. D'accord. Et pour le Bol d'Or, en fait, moi, je suis speaker. D'accord. Et donc, la cabine speaker se situe juste après la salle de presse. Ok. Donc voilà, effectivement, Pascal, là, tu vois, on est dans la salle speaker. Donc, on a la régie ici, avec le contrôle. Et puis moi, je suis avec Jacques Sabatier. On va commenter là dans quelques instants, donc je ne vais pas rester très très longtemps avec toi parce qu'il y a le Bol d'Argent qui va démarrer. Et donc, tu vois, on s'installe là et on a tous les écrans pour nous aider à commenter. Alors là, on commente le Bol d'Argent et puis demain, ça sera le Bol d'Or. Comment tu as toutes ces informations qui te permettent de raconter et de parler de tous ces pilotes? Alors, déjà, comme tu vois, Jacques, il consulte les résultats. Ensuite, pendant la course proprement dite, tu vois, on a les différents écrans qui sont là, qui vont nous donner la position, le temps autour. Ça, c'est très important, c'est le tracking. Tu vas voir quand la course va être partie. En fait, c'est le dessin du circuit. Et après, tu as tous les points des motos qui se déplacent. Donc comme ça, tu peux vérifier un petit peu où sont les motos. Ça te permet d'anticiper éventuellement un arrêt ou quelque chose comme ça. Et puis surtout, on a un truc très important ici, c'est la radio de la direction de course. Donc, on est au courant quand il y a une moto qui tombe. On connaît le numéro, on connaît le pilote, dans quel état il est, etc. Alors, c'est à double tranchant parce qu'on a l'info tout de suite, mais il faut des fois être prudent parce que tu ne peux pas donner tout de suite une info. Tu vois, on t'annonce la chute d'une moto, puis on dit le pilote il n'est pas bien, il faut amener le médical. Donc c'est à toi aussi de faire la part des choses pour ne pas donner des informations trop délicates ou sensibles, on va dire. Comment tu identifies la couleur du pilote pour savoir celui qui est C'est repris sur le. C'est repris sur les écrans. Tu sais, les brassards maintenant. Il y a une puce dans les brassards. Donc quand normalement le team manager a inscrit son pilote sur telle couleur, donc normalement quand le brassard rentre en piste, ça correspond à la couleur et au nom qui a été enregistré. Et c'est parti pour le tour de chauffe. Donc, Parti pour le tour de chauffe. donc là, le tour de chauffe est parti, donc je vais reprendre le micro, je vais t'abandonner. C'est parti, voilà, c'est parti. Les pilotes qui traversent en courant. Et qui va prendre le meilleur départ? Il me semble que c'est la machine numéro 333 de British Avenue Central Team qui est partie. Voilà, le Bol d'Argent, le 17e Bol d'Argent est lancé. On est parti pour 3 heures de course.
Alors on a la chance d'être à la direction de course, accueilli par Jean-Marc Delétang. Jean-Marc, autour de nous, on est quand même dans un endroit bien particulier, c'est quand même exceptionnel de pouvoir filmer et t'interroger. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui se passe autour de toi ? Ben, ici, effectivement, on gère tout ce qui se passe sur le circuit. On est vraiment dans l'antre où on va être au courant de tous les faits de course, on va surveiller tous les virages. Donc tu vois, on a plusieurs écrans. On a à la fois le live qui nous permet de suivre la course en même titre que les spectateurs. Et après, on a tous les virages qui sont sur le circuit. Donc le circuit ici fait un peu plus de 5 km 600. On se retrouve à avoir une caméra pratiquement dans tous les endroits. Il n'y a pas une miette que l'on peut perdre. D'accord. Et après, on va gérer toute la sécurité des pilotes. Voilà, les pilotes vont rouler, s'il y a une chute, s'il y a une casse moteur, s'il y a quoi que ce soit, tout est géré d'ici. Je peux gérer les feux, je peux gérer les interventions. D'accord. Alors là, on a l'impression d'être un peu à la NASA. Donc toutes ces personnes qui sont derrière leurs écrans, elles ont des rôles un peu particuliers pour chacun. Complètement, parce que devant, par exemple, j'ai mes adjoints qui sont là, qui vont me permettre, s'il y a des stop and go, s'il y a des interventions à faire dans la voie des stands, c'est eux qui y vont. Après, il y a les médecins qui sont de l'autre côté. Ici, il y a toutes les personnes qui travaillent à l'année sur le circuit, qui gèrent la piste au quotidien. C'est-à-dire que c'est sur eux que je m'appuie pour faire les interventions, tout ce qui est technique, sur les nettoyages, la dépolleuse, l'intervention pour avoir le matériel et tout. Voilà, ça, c'est les gens du circuit. Après, derrière moi, j'ai toute la régie, par exemple Doriano qui s'occupe de tout ce qui est relation entre Eurosport, les concurrents. Après, on va avoir le race directeur, donc ça c'est les gens de la FIM qui viennent, qui contrôlent notre travail. Et derrière, il y a les FIM stewards qui vont être là pour analyser les comportements des pilotes. S'il y a des pilotes qui font des choses pas bien, donc moi je vais signaler, ils vont recevoir, ils vont sanctionner. Et ensuite derrière, tout au bout, il y a tout ce qui se passe au niveau caméra, c'est-à-dire que tous les écrans qui sont ici, dis-toi qu'ils ont une capacité de 6 mois de téléchargement. Ça veut dire que si on veut revenir sur une image d'un accident, quelque chose comme ça, je vais demander à David. David, il va revenir sur la séquence et on va réussir à trouver tout ce qu'il faut. On prend l'exemple d'Axel Morin qui a reçu une pièce jeudi soir pendant les essais de nuit. Eh bien, on a réussi à savoir quelle pièce, quel moment, quelle moto. Et là, tu as aussi la possibilité d'intervenir auprès de tous les commissaires de piste. Oui, complètement. On est en radio, on est en liaison. Donc tu vois, moi j'ai une liaison avec les flags, donc c'est ceux qui sont au drapeau, avec les tracks, ceux qui sont aux interventions au sol. Et dès qu'il y a des besoins rapides, c'est eux souvent qui, ils voient la chute avant nous. Ils nous disent voilà, chute au T9, on va aller voir l'information, on va pouvoir mettre les signalisations nécessaires pour informer les pilotes qui arrivent qu'il y a soit de l'huile, soit une moto sur le bord. Enfin, on peut tout gérer d'ici. Donc le directeur de course, il sort jamais de cet endroit. Il est rarement dehors. C'est pour ça que... non, là quand tu fais les courses comme ça, tu passes là tout ton temps. On a droit à une pause. Toi, j'ai dormi 3 heures pendant les 24 heures. Parce qu'il y a aussi une chose qui se passe, c'est que moi j'ai dormi 18 heures en 5 jours. Bon Jean-Marc, toujours avec cette voix relativement discrète, on va te laisser travailler. Oui, c'est gentil. Il reste encore quelques heures de course. Il reste encore 3h20 de course. 3h20. Donc, en tout cas, merci beaucoup avec de plaisir. nous permettre au public de pouvoir regarder et comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'une course. Merci à toi, mon petit Jean-Marc. Merci Pascal. À bientôt, Jean-Marc. Bonne fin de journée. Alors, la course, on connaît. La compétition, le départ, les pilotes, les motos sur la pré-grille, ça, c'est quelque chose que les gens peuvent voir. Par contre, ce qu'on voit moins souvent, c'est l'arrière de la course, ce qui se passe derrière les stands. Et on est reçu par Bruno Skotnicki. Donc, tu vas nous expliquer un petit peu quelques petits détails. Ouais, je vais vous faire découvrir un petit peu ce qui se passe dans le box, à l'intérieur et à l'arrière du box. Parce qu'effectivement, on suit tous les courses, mais ce qui intéresse beaucoup les gens, c'est ce qui se passe en arrière-plan. Donc vous êtes ici chez FCC TSR Honda France, donc c'est le team officiel Honda qui va représenter la marque sur tout le championnat du monde. On est actuellement 2e et puis voilà, si on fait un peu le tour, on a nos racks à pneus, voilà. Donc on a 2 techniciens qui s'occupent des pneus. Donc on a des pneus en préparation qui sont ici en couverture ou dans notre four entre guillemets, qui n'est pas un four, mais voilà. Okay. On est aussi en couverture. Une idée de la température d'un pneu quand il est en chauffe? Là, quand il sort, il est à 90 degrés. Quand il sort des couvertures, ouais. D'accord. On compte 1h30 de chauffe minimum, ouais. Donc là, on a une partie... Donc on a une partie là qui est toute la gestion électronique en fait. Okay. Donc c'est là où on va surveiller la moto, c'est là où on va
paramétrer la moto. Donc il y a un ingénieur japonais de TSR qui est basé à Suzuka et qui vient sur chaque course et que c'est lui qui a développé intégralement le système électronique de la moto. Voilà. On est sur la base du boîtier HRC. Il récupère à chaque relais les datas de la moto. D'accord. On a donc via une clé USB. Donc le pilote quand il descend, il récupère la clé USB. Le pilote quand il monte, il remet sa clé USB. Ah oui. Voilà. Et comme ça permet à notre ingénieur de pouvoir avoir toutes les données sur le relais. Et voir si des fois on n'a pas des variations de température, enfin des informations qui pourraient nous dire attention sur le prochain relais. D'accord. Il y a ce stand qu'on voit qui est la partie qui va gérer les entrées et les sorties de la moto et des ravitaillements pour les pilotes et de la machine. Mais derrière, on ne va jamais derrière. Alors, on va aller voir. Alors, à la partie arrière, en fait, on a notre stock de pièces. C'est très confortable ici au Castellet, dans ce box. Parce qu'il est énorme. Alors c'est pas tous les ans comme ça, là c'est du fait qu'il y a un nombre réduit de concurrents, on a un grand box. D'accord. Donc là on a l'impression d'avoir comme une concession moto. C'est ça. Une moto, et les pièces qui sont prêtes à être montées lorsqu'il y a quelque chose qui peut intervenir. Donc on peut changer quasiment. Toutes les pièces de la moto de course, elles sont à l'arrière de la boutique du stand de la course. C'est ça. Donc, et alors après, il y en a encore derrière. Il y en a encore derrière, donc là c'est encore derrière le box. Derrière le box. Et on va aller voir ça. Ben, je te suis. Alors à l'arrière du box, on a une tente qui fait 3 mètres par 3 mètres, traditionnel petit Barnum qu'on connaît tous. Et en fait à l'intérieur, c'est là qu'on gère en fait la préparation de l'essence. D'accord. Donc aussi élément fondamental pour la course. Alors même le règlement oblige les constructeurs à avoir des motos avec un litrage de réservoir que tout le monde doit avoir le même. Il n'y en a pas un qui part avec un réservoir de Paris-Dakar. Non, alors réglementairement c'est 24 litres. C'est 24 litres pour tout le monde. 24 litres utilisables dans le réservoir. Okay. Voilà. Et après, il faut s'arranger, quand on fabrique le réservoir, de pouvoir utiliser réellement ces 24 litres, qu'il y en ait le minimum à la fin. Et le pilote, il a cette information sur le tableau de bord? Alors le pilote a une information avec un témoin qui s'allume, donc ça c'est un capteur qu'on règle dans le réservoir. D'accord. Voilà. Et quand il va passer en réserve, en fait, nous on est avertis en bord de piste par un système de LED sur le côté de la moto. D'accord. Qu'on arrive à voir aussi bien de jour comme de nuit, d'accord, encore plus facile la nuit. Et on sait que quand il passe devant nous, si les LED ont changé de couleur, parce qu'elles sont allumées en permanence, et si elles changent de couleur, on sait que voilà, il lui reste un tour et il va rentrer. D'accord. Parce qu'en fait, on a atteint un tel niveau de performance, je pense que ça ne s'arrêtera jamais. Oui. Avec les puissances qu'on atteint, on arrive à rouler à presque 350 km/h. Ah oui. Là, Bruno, on entend du bruit, donc tout le monde sèche ici. Les chaussures, les cuirs, le casque, les gants et les pilotes aussi. Et les pilotes aussi, d'accord. C'est leur zone de repos. D'accord. Voilà, où ils vont se préparer avant de partir, où ils reviennent. Ils vont passer du temps une fois qu'ils sont revenus de leur relais avec les kinés. D'accord. Donc on a 3 kinés pour les 3 pilotes. Et là c'est au fond et chacun passe à tour de rôle entre les mains du kiné. Parce qu'on voit souvent le pilote lorsqu'il a fini son temps de roulage, ils ont les genoux qui sont pliés, les bras qui sont pliés. On sent que quelquefois on les lève quelquefois de la machine et on sent que toutes ces articulations doivent souffrir énormément. En fin de course, sur une fin de course de 24 heures, c'est très dur. Eh oui. Ça paraît facile de faire de la moto, mais là, il faut de l'engagement, il faut beaucoup d'engagement, il faut être très mobile sur la moto. L'endurance n'est pas un sport de fin de carrière. Non. Aujourd'hui, c'est vraiment un sport de pleine carrière. On est pilote d'endurance officiel, on fait le championnat du monde d'endurance. Le niveau des pilotes d'endurance est très très élevé aujourd'hui. Donc merci de nous accueillir dans le cœur un petit peu de cette course que les gens sont rarement habitués à voir. Ah ouais, je pense. Donc merci à toi Bruno. Avec plaisir. Bon alors, tu vois Pascal, là on continue un peu notre visite des coulisses. Et là je t'emmène dans un endroit un peu particulier, c'est le PC médical du circuit Paul Ricard. Donc c'est là où quand les pilotes malheureusement chutent en piste ou qu'il y a un accident, c'est là qu'on transporte les pilotes. Alors on espère évidemment à chaque fois en voir le moins souvent. Ce que je te propose c'est de rejoindre Olivier qui est le médecin-chef du Bol d'Or. Voilà.
Bonjour Olivier. Bonjour Eric, bonjour Pascal. Ça va? Bonjour Bonjour. Olivier. Alors Merci à Olivier, tous de nous recevoir. je te présente Pascal Bonjour à tous. Tomec de Motul. On est venu, merci déjà de nous accueillir. Je vous en prie. Est-ce que Plaisir. tu pourrais nous présenter un petit peu comment fonctionne ce PC médical, comment vous êtes organisé et puis un petit peu l'équipement que vous avez? Est-ce que vous pouvez malheureusement faire comme situation d'urgence quand il y a des problèmes? Parce que malheureusement les sports mécaniques et notamment la moto, c'est rarement compatible avec une manifestation sans encombre. Voilà, c'est une chose qui arrive effectivement. Donc là, vous êtes dans le cœur en fait, du centre médical. Hein. Donc la première pièce dans laquelle nous sommes actuellement, c'est une pièce en fait de surveillance. Vous avez donc les médecins qui sont dans le centre médical. Alors là, actuellement, il y a 2 médecins au centre médical, il y a 2 infirmiers dans le centre médical, il y a un chirurgien dans le centre médical. Donc tout ça pour cette course. Et donc à la console, nous avons donc tous les écrans avec les différents endroits des différentes pistes, avec généralement aussi la possibilité de visualiser plus spécifiquement l'endroit où il y a un accident, mais pour tout simplement se préparer. Parce que évidemment, ce n'est pas les personnes qui sont ici pour le bol d'or qui interviennent, ce sont des personnes qui sont déjà prépositionnées sur la piste. C'est grâce à elles que les patients sont pris en charge sur la piste et adressés ici. Ça représente combien de personnes? Alors ça représente beaucoup de monde. Donc je vous ai expliqué, donc, au centre médical, ça fait 2 médecins, 2 infirmiers, un chirurgien. Ça fait déjà 5 personnes. Ça fait 5 personnes ici. À la direction de course, donc on est 2 médecins-chefs. Et sur la piste, j'ai 6 ambulances, à l'intérieur desquelles j'ai 2 médecins et 4 infirmiers. Sur chaque ambulance? Donc une ambulance, donc j'ai 2 ambulances avec un médecin à bord, 4 ambulances avec un infirmier à bord, et ensuite j'ai 2 véhicules d'intervention rapide avec 2 pilotes chevronnés, un médecin et un infirmier. On est dans un univers qui est un petit peu fermé, donc on sait que les accès sont très réglementés avec des badges, et les personnes qui rentrent, c'est soit le team manager, soit la famille proche, et vous avez vu qu'en rentrant, donc il y a une grande salle où on peut accueillir les familles. Lorsqu'il y a un accident grave, c'est vous qui recevez les familles? Alors quand il y a un accident grave, on les reçoit, donc il y a les médecins en tout cas qui sont sur place et les chirurgiens qui sont sur place, donnent les premières informations. Effectivement, quand il y a quelque chose de très grave, il y a forcément un des médecins-chefs qui est présent et qui amène sa petite touche supplémentaire. On peut visiter un petit peu si c'est Allez, pas on trop va vous faire demandé. rentrer dans le sein des seins, on va vous faire rentrer. Ouais. Suivez-moi. Donc ici, voilà, vous pénétrez donc comme je disais, dans le sein des seins du centre médical, c'est-à-dire le lieu qu'on appelle le déchocage, c'est-à-dire le lieu où on admet les patients les plus graves. Je vous coupe, mais c'est vrai que d'entrée, c'est hyper anxiogène, quoi. Quand on se retrouve avec tout ce matériel-là, c'est vrai que je comprends ce que vous venez d'expliquer sur le fait d'accompagner les familles, parce que quand on est là, on sent qu'il y a quelque chose d'important, quoi. Bien sûr, là en fait, il n'y a aucune différence entre ce qu'on peut voir ici et ce que l'on peut voir dans un hôpital en termes d'accueil immédiat. Alors, évidemment, on a une chose qui manque chez nous, qu'on ne pourra jamais avoir, c'est le sang, évidemment, tout ce qu'on a à l'hôpital. Mais par contre, pour tout ce qui est du matériel, tout ce qui est la technicité immédiate, entre les anesthésistes réanimateurs qui sont ici et les chirurgiens, en fait, on a toutes les compétences pour s'occuper des personnes de façon très rapide, mais très courte. Parce que le but vraiment de la prise en charge, c'est arriver ici, stabiliser les choses, organiser le transfert du patient pour qu'il aille très très vite. Et ici, généralement, c'est le Trauma Center du centre hospitalier d'instruction des armées de Toulon qui s'occupe de la suite de la prise en charge. Encore une fois, c'est vraiment qu'une seule étape. Elle est primordiale, certes, mais la rapidité de prise en charge sur la piste, la rapidité de prise en charge ici et la rapidité de prise en charge dans le transfert est primordiale. Mais est-ce que vous, s'il y a une urgence, je dirais, pas d'opération, mais d'intervention physique sur le blessé, est-ce que vous êtes capable de la mener ici? Oui, parce qu'en fait, tous les médecins qui travaillent ici sont en grande majorité des anesthésistes réanimateurs, et il y en a toujours. Il y en a un spécialiste en brûlé aussi, et donc on a un chirurgien aussi sur place, ce qui veut dire qu'en fait on est capable de faire des gestes de sauvetage immédiats, de tous les faire comme on peut les faire si on travaillait en fait dans un déchocage de l'hôpital. Et ensuite, on est en contact direct avec le SAMU pour organiser le transfert et éventuellement avec les médecins de l'hôpital d'instruction des armées pour leur expliquer la gravité ou pas et éventuellement organiser au mieux le transfert. Lorsqu'il y a une course de Formule 1, le dispositif est exactement le même que pour le bol d'or. La structure reste la même, quelle que soit la compétition qui est organisée sur le circuit. La structure de base est la même. Par Oui. contre, c'est 2 réglementations complètement différentes. Oui. Il y a la réglementation FIM, donc la Fédération internationale moto,
qui a un cadre particulier, qui nous impose certaines choses. Et il y a une réglementation FIA, qui est la Fédération internationale automobile, et qui a d'autres contraintes et qui nous impose d'autres choses. Ce socle commun, c'est d'avoir une réponse rapide sur la piste en moins de 2 minutes. C'est de transporter rapidement les blessés dans le centre médical avec les moyens, généralement c'est exactement les mêmes qu'ils demandent, les moyens de réanimation usuels. Et ensuite, avoir une organisation en anticipation pour le transfert, c'est-à-dire d'avoir un hélicoptère de présence sur place pour les courses. Donc Olivier, on s'est un tout petit peu déplacé. Si je peux dire, si vous me permettez l'expression, est-ce que vous pouvez nous faire le tour du propriétaire? Donc oui, alors c'est vrai que c'est des appareils qui peuvent paraître un petit peu barbares, mais ils ont tous leur utilité. Hein. Le principal, le premier en tout cas, c'est ce qu'on appelle un life pack, c'est un scope, c'est-à-dire que ça nous permet d'avoir la tension, la fréquence cardiaque, la saturation en continu. Et puis c'est un appareil qui nous permet, en cas d'arrêt cardiaque, de faire de la réanimation, c'est-à-dire de faire un choc électrique externe. Donc cet appareil-là est extrêmement important. En plus, il y a les données qui sont enregistrées. Et quand des patients sont transférés, on déchire la petite feuille et on le donne au SAMU. Donc il n'y a aucune donnée qui est perdue. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement primordial, parce que la perte d'information est importante aussi. Bien sûr. Ensuite, les autres appareils, donc celui-ci c'est ce qu'on appelle un respirateur, c'est-à-dire que quand le patient a des difficultés respiratoires, pour faire simple, ou des difficultés neurologiques, disons, on est obligé de lui mettre un tuyau dans la trachée et pour l'aider à respirer. Et à ce moment-là, c'est cette machine-là qui respire pour le patient, qui apporte l'oxygène dont il a besoin. Cet appareil-là, c'est pour aspirer tout simplement toutes les sécrétions, pour nous aider un petit peu aussi en cas de problème au niveau d'un poumon par exemple, s'il y a de l'air autour, il faut mettre un petit tuyau dedans, vider cet air-là, et ça, comme c'est un système d'aspiration, ça aspire, ça peut aspirer l'air aussi. Et ensuite, il y a des appareils qu'on utilise un petit peu, de façon assez régulière. C'est un appareil d'échographie qui est un petit peu ancien, mais le but c'est d'avoir ce qu'on appelle de faire des fast échos, c'est-à-dire une échographie très rapide, où on regarde un petit peu au niveau du thorax, au niveau de l'abdomen, s'il y a des soucis particuliers. Donc en quelques secondes, on arrive à faire le tour du propriétaire très rapidement. Et on a un appareil de débrouillage de radiographie qui nous permet soit de faire des radiographies simplex pour permettre soit aux pilotes, soit aux mécanos qui viennent chez nous, de retourner rapidement courir parce qu'on dit finalement il n'y a rien, soit de débrouillage pour vous dire finalement il y a quelque chose, donc hop, il va falloir vous transférer dans un autre hôpital. Merci Olivier, ça a été Merci beaucoup, un Olivier. réel plaisir, c'était une vraie source d'instruction et Une vraie vraiment, belle rencontre. Alors ce qu'on peut vous souhaiter comme meilleur boulder, c'est de ne rien avoir à faire. Hein, c'est le meilleur souhait qu'on peut vous formuler. C'est ça, on est exactement là pour ça en fait. On est tous des fans de sport mécanique, donc on n'a qu'une envie, c'est voir les motos rouler, et voir les beaux vainqueurs de chaque catégorie, parce que très clairement, on est vraiment très impressionnés par ce qu'ils font. Et donc oui, on souhaite en rien travailler, clairement. Merci beaucoup Olivier, Merci, et puis Olivier. bon bol d'or. Mais je vous en prie, beaucoup. Merci à beaucoup. tous. Merci à Merci tous. Au revoir. Dans le cadre de nos histoires et Motard en Histoire, les coulisses de l'endurance et du bol d'or, nous sommes accueillis dans la petite ville, la grande ville même Dunlop, et nous sommes accueillis par David qui est responsable de la compétition pour Dunlop pour la partie endurance. Alors là on est dans l'univers Dunlop, l'univers du pneu, et depuis longtemps on voit tous ces camions et tout le monde se pose la question, pourquoi autant de camions et autant de pneus ? Alors pourquoi autant de pneus et autant de camions? Déjà parce qu'on amène plus ou moins 3500 pneus ici. Il faut savoir qu'on charge entre 6 et 800 pneus par camion, selon si c'est des camions qui sont exclusivement réservés au stock ou des camions qui font et stock et service, comme vous voyez derrière. D'accord. Et enfin parce qu'on a entre 25 et 35 équipes selon les événements qui roulent sur Dunlop. Donc si vous faites le calcul, on évite à ce nombre de pneus. Ah oui. Et puis beaucoup de pneus parce qu'on a autant des pneus pluie que des pneus slick, que différents types de gomme. Et chaque équipe forcément va avoir besoin de différents pneus selon les besoins et les stratégies d'équipe. Alors dans un village,
comme ce village de Dunlop, il y a combien de personnes travaillent à tes côtés pour satisfaire, je dirais, cette compétition pneumatique? Donc de nouveau, selon les événements et selon le nombre de motos qui va rouler avec nous, on va avoir entre 20 et 30 personnes ici. D'accord. Donc on va avoir des monteurs qui vont s'occuper de toute la chaîne de montage de pneumatiques. On va avoir ce qu'on appelle l'admin qui va s'occuper de la réception des équipes, de tout ce qui est administratif, les comptes, les ventes et la gestion du stock. On va avoir les ingénieurs qui s'occupent forcément d'aiguiller les équipes dans le choix de pneumatiques et qui vont accompagner les équipes tout au long de la semaine pour savoir en fonction des conditions météorologiques et des stratégies d'équipe comment ça se passe. Le jour, la nuit, vous êtes opérationnel, vous êtes présent à disposition des teams pendant 24 heures. Donc comment ça se passe pour le roulement de tout ça? Alors ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de travailler pendant 24 heures de suite, et c'est même plus que 24 heures parce qu'on est ouvert ici quelques heures avant le lancement de la course, et on ferme quelques heures après parce qu'après la course, il faut démonter les pneus et puis il faut démonter la structure. Oui. Donc on va dire qu'on a un shift d'à peu près 36 à 45 heures. D'accord. Donc je suis obligé d'avoir plusieurs équipes de monteurs, plusieurs équipes d'ingénieurs qui vont se relayer pour assumer tout le service. Donc pour vous, c'est une grosse logistique l'endurance par rapport aux courses de sprint? C'est ça, donc autant au niveau du nombre de pneus que du nombre de camions, que du nombre de personnes, et effectivement l'aspect roulement pour que tout le monde quelque part rentre dans ses heures et ait assez de temps pour dormir, c'est vrai que c'est une grosse logistique. Oui. D'accord. Alors, je vois que tu es relativement jeune, donc toi David, comment on devient responsable de la partie compétition pour l'endurance chez Dunlop? Alors en ce qui me concerne, parce que je pense qu'il y a plusieurs manières d'y arriver, en ce qui me concerne, j'ai commencé en tant que commercial, ce qui m'a beaucoup aidé pour comprendre la gamme de produits. Alors bien sûr la gamme est un peu différente, mais dans la gamme commerciale on vend aussi des pneus pour tout ce qui est track day. Donc c'est comme ça que j'ai commencé, je suis resté quelques années en tant que commercial, et puis petit à petit, étant moi-même passionné par la compétition, moi-même motard, j'ai demandé pour évoluer en interne, et petit à petit je me suis retrouvé ici à aider et à coordonner l'endurance. Je te remercie beaucoup de ton accueil, de ta disponibilité. Merci Pascal. Alors le bol d'or, c'est aussi des loges, un endroit stratégique pendant l'épreuve parce que c'est là où tous les partenaires se rencontrent. Et bien j'ai rendez-vous moi avec Daniel Schwartz, vous allez comprendre l'intérêt stratégique des loges, on y va tout de suite. Bonjour Daniel. Bonjour. Ça va? Ça va, très bien, merci. Alors c'est ce que je disais en introduction, les loges ça fait partie du bol d'or et c'est un endroit stratégique parce que vous êtes partenaire, Motul est partenaire du bol d'or, mais vous avez aussi un réseau de commerciaux, des clients, des partenaires également. Des clients, des concessionnaires, bien évidemment. Et donc, du coup, c'est une vraie, je dirais, plus-value en termes d'outils de travail. Absolument, c'est une manière un peu exceptionnelle de faire profiter de l'événement à nos clients, enfin nos meilleurs clients, qui sont essentiellement évidemment des concessionnaires moto. Globalement, vous savez à peu près combien vous allez recevoir de personnes, il y a une amplitude assez impressionnante. Autour de... Alors on a un contexte un peu particulier là, oui, mais je crois que aussi. enfin on est un peu libéré justement sur les quotas. Donc environ 70 personnes je pense vont profiter de cet endroit, encore une fois, exceptionnel. Alors Motul, c'est aussi une belle et longue histoire d'amour avec le bol d'or. Et puis vous avez aussi des équipes avec lesquelles vous êtes partenaire, notamment Suzuki qui est juste à côté, donc ça c'est parfait comme voisin. Et puis vous avez Honda également. Alors, on a les deux top teams, donc effectivement, Suzuki c'est une longue histoire, en tout cas avec le CERT, depuis 2007 je crois. Et puis Honda plus récemment, puisque c'est la Moto Honda France et c'est la deuxième saison avec eux. D'accord. Donc très, très fier d'avoir effectivement sur ces courses d'endurance les deux top teams. Au niveau de Motul, c'est aussi une proximité. Le bol d'or, on sait que ça touche, on va dire, les utilisateurs, les motards du quotidien. Et c'est aussi une belle vitrine pour mettre en valeur vos produits. Bien sûr, oui, puisque les motos utilisent nos produits qu'on peut trouver effectivement à la disposition dans toutes les concessions. Et avec un top produit qui s'appelle la 300V chez nous. Qui a fêté son 50e anniversaire. Exactement, pour être bien renseigné. Et qui était le produit type de compétition, à la fois pour l'automobile aussi, on a gardé le même nom aussi pour la moto, et pour une utilisation aussi de n'importe quel on va dire qui peut le motard. Plus, peut le moins exactement, en fait. Voilà. Exactement. Bon Daniel, merci beaucoup pour cet accueil. Merci à toi. Je vais continuer avec Pascal. Incontournable dans le milieu de la moto. Voilà. Et il est chez nous. Et puis donc nous on va rejoindre Pascal et on continue la visite des coulisses de ce 84e bol d'or.
Philippe, bonjour. Bonjour, Philippe, je suis le pilote du Dragon. Merci de nous Avec moi, accueillir. Avec plaisir. On va trouver Michel, mécanicien opérateur de bord. Michel, Olivier, pompier spécialiste en opération de treuillage. Bonjour. Linda, infirmière. Linda, et bonjour. Stéphane, notre médecin. Bonjour Stéphane. Alors, merci de nous accueillir et puis de nous donner les informations nécessaires pour que le public soit presque rassuré. Alors nous sommes une équipe de 5 pour accomplir tous les secours et je vous invite à monter à bord du Dragon pour voir l'intérieur. Je te suis. Alors Philippe, merci, tu nous accueilles dans ta voiture, Avec plaisir. dans ton moyen de locomotion. Un Dragon 83 qui est l'emblème donc de cet équipage. Alors on voit souvent cet hélicoptère qui sert à, comment vous employez le mot, élitroyer? Comment À ça se faire fait? des secours en treuillage, en effet, récupérer des gens dans des milieux hostiles, périlleux, que D'accord. ce soit en mer, en montagne, dans des endroits inaccessibles. Et on emploie souvent le treuil, qui est la spécificité de ce genre d'appareil. D'accord. Et cet appareil, donc il est médicalisé. Oui, Donc tout à fait. au quotidien pour des interventions comme pour ce week-end donc sur le Bol d'Or, mais il est médicalisé de la même manière pour d'autres interventions ou ça sort d'un cadre Alors en fait, là, on est médicalisé pour faire des opérations SAMU avec une barquette dans laquelle on va pouvoir allonger un patient. À partir du moment où on va passer en version treuillage, on aura une civière adaptée qui actuellement qu'on a déposée tout à l'heure, qui est dans le hangar pour changer de version très rapidement et qui prend beaucoup moins de place et qui permet de descendre et de remonter la victime au bout du câble, au bout du treuil. pilote d'hélicoptère depuis combien de temps? Oh, ça fait 40 ans. 40 ans. Que je pilote, oui, donc c'est une passion. Voilà. On ne voit pas les années passer. Voilà. Lorsqu'il y a un accident, est-ce que tu commences à te mettre en place quand tu apprends qu'il y a un accident ou tu te mets en place quand la médicale te demande de le faire? Combien de temps pour décoller les patins, comme tu viens de me le dire, et être posé au premier endroit médicalisé pour le En fait, pour le pour pilote? faire ce métier, on est tous des gens d'expérience, donc on n'a pas besoin de préparer la mission. Donc on décolle en moins de 5 minutes, on peut décoller à partir du moment où on embarque la victime à bord. C'est très très rapide. Moins de 5 minutes Oui, tout à fait. pour C'est- que l'hélico décolle? Oui, oui. Il y a à peu près 2 minutes de mise en route et après c'est parti. D'accord. Donc en fait, c'est toute la médicalisation, la préparation, la stabilisation du patient qui va prendre du temps. Oui. Mais à partir du moment où il est dans l'hélicoptère, on met en route, 2 minutes après, on décolle. Et ensuite, on va évacuer pour le Bol d'Or, soit sur les 2 hôpitaux de Toulon, soit sur Marseille. Et Toulon, c'est à moins de 10 minutes de vol, on est à 6-7 minutes. Donc c'est minutes très de très vol. rapide. C'est Ça veut dire qu'avec les 2 minutes de mise en route, moins de 10 minutes après, la personne est Elle posée est sur le toit de l'hôpital. Posé sur le toit d'hôpital. Tout à fait. D'accord. Dans cette configuration, on a un siège triplace là sur lequel je suis assis. On a 3 places. Oui. Donc on va retrouver le médecin, l'infirmier, éventuellement le spécialiste en treuillage si on veut faire du treuillage. Et on peut mettre une victime allongée. Maintenant, en cas d'urgence, on peut très bien relever ce siège, mettre une deuxième victime allongée. Et si on n'a pas le spécialiste en treuillage, mettre une personne assise. Maintenant, non, on vole par à peu près toutes les conditions. Ah oui. On fait quand même du vol à vue principalement, donc on ne peut pas voler par temps de brouillard. Et comme je vous disais, s'il y a trop de vent ou des orages, voilà. Je te Avec plaisir. remercie beaucoup Philippe. Avec Merci plaisir, de ton Pascal. accueil. À chaque Bol d'Or, il y a toujours des événements. Il se passe toujours quelque chose. Aujourd'hui, il va se passer quelque chose d'important puisqu'on est dans la formation, on est dans l'éducation, de la compétition et de la course pour les jeunes. Alors on a avec nous Thibaut Gourin, donc qui fait partie de l'école de Race Experience, qui est donc soutenue et dont le patron est Sébastien Gimbert. Déjà pour n'importe quel motard, c'est une piste qui est mythique, le Bol d'Or, et qu'avec Sébastien Gimbert qui est mon associé, c'est un plaisir de faire rouler les enfants qu'on a connus tout petits à 4 ans sur une piste Paul Ricard et en plus sur un quai du Bol d'Or. C'est juste magique pour eux et quand on voit l'émotion qu'ils ont, des enfants et même des parents, pour nous il n'y a pas meilleur remerciement et pour nous on sait que quand on voit ça on a gagné. Ils ont des rêves plein la tête et derrière ces rêves là se crée de la motivation, une bonne dynamique de l'envie et de voir un beau sourire comme ça c'est juste génial et pour nous c'est également un rêve qu'on vit de pouvoir retranscrire ce qu'on a vécu nous en tant que pilote. C'est vraiment génial. J'invite beaucoup de gens à rejoindre Thibaut
qui est très pédagogue avec les jeunes, avec les enfants, parce qu'ils sont des enfants. Et c'est pas facile d'avoir cette pédagogie sur un sport mécanique, un sport qui est pas facile, donc qui est dur. Merci à toi de t'en occuper comme tu le fais, parce que je vous ai vu le faire, Sébastien et toi, depuis de nombreuses années, et c'est vraiment génial. Merci Pascal, et merci à Motul également. Merci. Bon, Pascal, dans le cadre du Bol d'Or, évidemment, vous avez des opérations pour vos invités, parce que ça vous sert de communication également. Alors, historiquement, on le sait, Motul, partenariat avec la moto, ça coule de source. Récemment, la voiture. Et puis, là, on va dire que c'est tout nouveau, c'est tout frais, c'est le nautisme. Le nautisme, un accord tout récent. Donc là, on a prévu une opération très forte avec nos clients nautiques. Bon, Christophe, bonjour. Pascal, bonjour. Merci de nous accueillir donc avec ces super machines qui vont transporter nos concessionnaires. Et avant qu'ils arrivent, donc on aimerait voir un petit peu la fonctionnalité de tout ça, les moteurs, le bateau par lui-même. Chez Suzuki, il y a la moto, il y a la voiture et la dernière branche, c'est la branche hors-bord. Et aujourd'hui, on a juste devant nous la dernière machine en Suzuki, un joli V6 de 4 litres avec cette nouvelle embase en double hélice. Donc aujourd'hui, ça permet de doubler le couple et d'avoir un bateau qui a une accélération beaucoup plus franche. Monter sur le dernier né de chez Zodiac, qui est le Medline 9, va permettre à vos concessionnaires moto et auto de découvrir le troisième volet de la marque Suzuki, la gamme hors bord, et de se faire plaisir en toute sécurité. Là, tu nous emmènes où exactement? À Cassis. À Cassis. Est-ce que vous pensez qu'on va se laisser faire? À la bordelle! À la bordelle! On va déjà très très vite. À 33 il y a beaucoup de bateaux qui découpent pas. Moi, je vous remercie au Suzuki, constructeur des moteurs et du reste, de pouvoir associer le lubrifiant à tout ce que vous faites. Et puis, vous êtes tous sympathiques. Merci. Merci à Motul. Benjamin, merci de nous accueillir dans le cœur de Suzuki sur l'aspect le village du Bol d'Or. Alors là, on est juste derrière la ligne droite des stands. Donc on a le village de l'autre côté de la passerelle où on met en avant l'ensemble de notre gamme, enfin du moins une partie, où l'ensemble des visiteurs du Bol d'Or viennent et puis prennent des renseignements et viennent admirer, essayer, monter dessus sur les motos Suzuki. Et on a également les pièces accessoires qui sont là pour tout ce qui est textile du CERT, parce qu'effectivement cette semaine et ce week-end c'est le CERT qui est mis à l'honneur. Donc effectivement c'est la possibilité pour tous les visiteurs de venir s'équiper aussi en supporters du CERT. Alors on voit qu'il y a de la sportive, du roadster, on a une moto de Grand Prix, on a aussi une V-Strom, donc on sent que Suzuki vers le côté aventure, un peu plus que forcément, et pas uniquement la compétition. C'est pas uniquement la compétition parce qu'effectivement là, les visiteurs qui sont ici aiment la compétition, mais ils ne roulent pas tous sur des GSX-R 1000. Ils roulent sur des roadsters, sur des trails, sur des sportives, des routières comme on va voir avec la Yabusa. Mais voilà, Suzuki reste généraliste, on s'ouvre à tout le monde et donc on accueille effectivement tous les types de motards sur notre salon, sur notre showroom. Alors on voit que la compétition chez Suzuki, on voit la moto de Mir, il est quand même champion du monde en titre. On a un Français qui est un metteur au point, qui est Sylvain. Là, Sylvain, on le voit, il est au guidon de la Suzuki du CERT Yoshimura Motul. Est-ce que les gens en parlent? Est-ce que les gens parlent de toute cette atmosphère?
Les gens en parlent, effectivement, on sent que le CERT aussi gagne un petit peu en aura. L'arrivée de Guintoli, l'arrivée de Xavier aussi également, qui sont quand même assez connus dans le milieu, qui ne sont pas des vrais bons pilotes. Donc on sent derrière cette émulation aussi d'un renouveau un petit peu du CERT. Et le fait que Yoshimura soit arrivé aussi, on voit que ça pousse encore plus l'équipe. Et les résultats, ils sont là aujourd'hui parce que les résultats sont exceptionnels. Est-ce que les gens, ils évoquent ça? Ils parlent de nom, ils citent Sylvain, ici Xavier. Alors pour exemple, hier on a fait les dédicaces ici sur le stand à 19h hier soir. C'était une marée humaine et effectivement on sent que Sylvain, voilà, les gens sont pour Sylvain aussi, pour Xavier, pour Greg évidemment. Mais voilà, on sent cette ferveur aussi derrière le pilote et le fait que Sylvain effectivement soit arrivé aussi. On sent le petit plus et qu'il était déjà bien aimé par les supporters tout simplement. Benjamin, je vais te remercier de l'accueil et puis je vais te donner rendez-vous au drapeau à damier. Exactement. Et on va tous croiser les doigts. Donc, merci à toi, merci à toute l'équipe Suzuki. Merci beaucoup. Voilà, on arrive au terme de cette émission rebaptisée pour l'occasion Des motards, des histoires. J'espère que vous avez découvert et appris beaucoup de choses. On s'est vraiment régalé à tourner ça, Pascal. Et sincèrement, ça a été vraiment des rencontres très très intéressantes. Oui, même moi qui suis, je dirais, un peu habitué à faire des tas de rencontres dans le monde de la course, on a pu voir des choses qui étaient exceptionnelles, que même moi je n'avais jamais rencontrées, je ne savais même pas qu'il se passait ce type de choses. Et je suis le premier surpris de tout ce qui s'est produit, tout ce qu'on a pu voir. Des vraies coulisses. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aussi vous avez apprécié. Pascal, on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Un motard, une histoire. Ça sera en tout cas avec un vrai plaisir. Quant à vous, eh bien, likez, partagez et on se retrouve très vite.